Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à Point de bascule, édition du 28 février 2018. Je suis en compagnie ce soir d'Alexandre Cormier-Denis. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Richard. Et nous allons, nous espérons que nous serons capables de vous informer correctement sur tous les développements de la semaine. Et cette semaine, plus particulièrement, on aura en deuxième partie un segment consacré au référendum de 1995, notamment aux études, parce que vous savez que la semaine dernière, lorsque Jean-François Lisée a parlé de Jean-Martin Hossan, il a évoqué la mise à jour des études de 1995, du référendum. Alors, des études sur l'indépendance, parce que vous allez comprendre un peu plus tard que c'était peut-être pas tout à fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et ton nom, Richard, a été invoqué dans les médias. Oui, on m'a dit ça, là, apparemment. À LCN, je crois, et même c'est sorti dans certains journaux. Dans certains journaux, bon. C'est normal qu'on évoque tout simplement cette affaire-là. Alors, écoute, Alexandre, c'est toi qui as suivi l'information, surtout cette semaine. Je vais te laisser le soin de nous présenter les dossiers les uns après les autres. Oui, et moi, je vais commenter. Ben oui, certainement. Commençons avec le début, le retour de Jean-Martin Hossan au Parti québécois, qui a quand même fait pas mal jaser. Oui. Là, on a appris en plus qu'il allait briguer l'investiture du Parti québécois dans Pointe-aux-Trembles, là où il y avait déjà eu un candidat qui s'était présenté, le président de la SSJB, Maxime Laporte. Et ce qu'on comprend un peu de toute cette histoire, c'est que le Parti québécois semble finalement appuyer la candidature de Jean-Martin Hossan et ne semble pas... Je t'avoue que je trouve ça un petit peu décevant. Oui, être derrière M. Laporte. Oui, pauvre Maxime, là, on aurait dû le prévenir avant. Il faut dire que, bon, ça s'est sans doute fait à la dernière minute, mais bien sûr que Jean-Martin Hossan tient absolument à rester à Montréal pour des raisons familiales qu'on peut comprendre. Oui, c'est les raisons qu'il a invoquées. OK. Mais en même temps, aller se planter à la place... qu'avait déjà convoité Maxime Laporte et sur laquelle il s'activait déjà depuis un certain moment. C'est délicat et ça nous indique que le PQ, au fond, n'est peut-être pas fâché que de ne pas avoir ou de rendre la vie difficile à Maxime Laporte. Oui, c'est ça, qui avait critiqué, c'est ressorti là, récemment dans les médias qui avaient un peu taclé Jean-François Lisée, je pense en 2016. Oui. Donc, et puis aussi, je pense que M. Laporte est pas proche de l'establishment péquiste. Ouais. C'est un militant souverainiste, nationaliste, président de la SSJB, qui tient aujourd'hui le fort quand même contre le Canada sur la question de la loi 99 qui est contestée. C'est lui qui plaide la cause. Exact. C'est quand même un gros travail. Ça exige des compétences juridiques et notamment dans le domaine du droit constitutionnel assez particulières. Oui, exact. Mais il semble pas être pris finalement en tout cas appuyé par l'establishment péquiste. Par contre, ça nous prouve quand même qu'il y a eu un renouvellement au Parti québécois. Après certains départs, le retour de Jean-Martin Hossan, c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Il y a aussi le départ de François Gendron, qu'on a vu cette semaine. Il y a également Pierre-Carl Péladeau qui a donné une entrevue à l'émission de Mario Dumont. On a constaté que finalement, il semblait entretenir des visées politiques. On a même appris qu'il serait vraisemblablement candidat dans le comté de Bertrand. Alors, si ma mémoire est fidèle, le comté de Bertrand, c'est dans le nord, dans les Laurentides. Ah, donc pas très loin de Saint-Jérôme. Pas tellement loin de Saint-Jérôme. Oui, là où il siégeait, évidemment, auparavant. Et la CAQ,
la même journée de l'annonce de Jean-Martin Hossan, la CAQ a annoncé qu'elle présentait Chantal Rouleau, qui est l'actuelle mairesse d'arrondissement dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Ouais. Donc, on voit que la CAQ est quand même capable de, finalement, faire venir des candidats qui ont une certaine ampleur, en tout cas sur le plan local, pas sur le plan national. Des vedettes locales. Des vedettes locales, puis c'est dû probablement aux sondages, qui sont assez favorables depuis quelques temps. Ouais. D'autant plus que Montréal, et en fait, ça va être vraiment un champ de bataille assez spectaculaire entre les trois partis. Oui. Les trois grands partis. Oui. Peut-être excepté la CAQ, non? Même la CAQ, écoute, tu vois, s'il présente un candidat ou des candidats de la trempe localement de Chantal Rouleau, ça risque de brasser fort. Oui. Alors, on va avoir, à moins qu'il y ait un concours particulier d'événements qui permettent à l'un des trois partis de prendre l'avance de façon marquée, on risque d'assister à des batailles assez serrées. C'est pas bon signe pour le PQ. Non, parce que, bon... C'est le territoire un territoire qui lui était naturellement acquis. Oui, je pense que la circonscription était péquiste depuis 1970. Ouais. Ça a été même le premier comté, je pense, péquiste. Ouais. Et c'est la famille Léger, finalement, qui était là. Ouais. Le père Léger, puis la fille, Nicole Léger, qui vient d'annoncer qu'elle partait. Sinon, ma foi, dans l'actualité souverainiste, il y a ce qui se passe au Bloc québécois. Oh mon Dieu! Ouais. Là, on a appris aujourd'hui que sur 10 députés du Bloc, il y en a 7 qui claquaient la porte, qui allaient probablement créer un autre groupe parlementaire. Et finalement, Martine Ouellette se retrouvait seule avec 3 élus. Hein. Elle-même, rappelons qu'elle n'est pas à Ottawa. Elle siège encore comme députée indépendante à l'Assemblée nationale du Québec. Il y a une lettre quand même qui a été envoyée par l'aile jeunesse du Parti québécois disant appuyer Martine Ouellette. Du Bloc québécois, tu veux dire. Du Bloc québécois, exact, appuyant Martine Ouellette. Mais on sent qu'il y a vraiment une dissension. Plus qu'une dissension, là. Il y a carrément un éclatement du Bloc. Et ça semble pas simplement être lié à la personnalité de Martine Ouellette. Ça a l'air d'être quand même sur une fracture politique. Oui, il y a un enjeu qui est celui de savoir quel doit être le rôle du Bloc à Ottawa. Et certains croient que ça doit être, si tu veux, une vitrine pour l'indépendance, ou l'indépendantisme à tout le moins. Oui. Je ne suis pas certain que c'est la meilleure chose qui soit. Au contraire, moi, je pense plutôt que il faut bien sûr toujours que tout le monde soit conscient de la finalité, effectivement, de la présence du Bloc qui est liée évidemment à l'indépendance du Québec, mais la défense des intérêts supérieurs du Québec à Ottawa, dans la mesure où les libéraux qui sont élus et où le NPD qui est élu également ne le font pas. Il y a un vacuum à remplir et puis on aurait compté sur le Bloc pour le faire et que ça soit sa principale tâche. Ouais, alors, exact. dans ce sens-là, si tu veux, autant il met... autant où tu sais que le personnage de Lucien Bouchard n'est même pas particulièrement sympathique. Non, on le verra plus tard au cours de l'émission, d'ailleurs. Gilles Duceppe, j'ai rien contre lui, mais autant Lucien Bouchard et Gilles Duceppe ont su, malgré leurs carences, leurs défauts, leurs lacunes, ont su, malgré tout, trouver un juste équilibre entre les deux. Et il faut, cette fois-ci, là, malheureusement, on semble avoir de la difficulté à trouver cet équilibre-là. Oui, on se rappellera quand même que la vieille garde du Bloc qui était là sous Gilles Duceppe a été tassée, hein, avec l'avenue de Mario Beaulieu, qui est finalement pas lui-même resté chef du parti, là, cédé sa place à Gilles Duceppe pour que Gilles Duceppe fasse la dernière campagne fédérale. Mais finalement, il y avait déjà eu une espèce de schisme, hein, avant l'arrivée de Martine Ouellette au Bloc québécois, une espèce d'électrochoc, où Mario Beaulieu, l'ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste,
avait pris le contrôle du Bloc québécois. Et à partir de là, il semble y avoir eu un changement de garde et un changement un petit peu idéologique au Bloc québécois. Et on vit peut-être encore les conséquences de cette course à la chefferie. On se rappellera aussi que Martine Ouellette, dans la course à la chefferie du Parti québécois, c'était la candidate qui mettait le plus de l'avant, comment dirait-on, la rapidité référendaire. Elle se démarquait par sa volonté à y a des gens qui ont faire un référendum le plus vite possible, ce qui mène un peu à la question de la pertinence du référendum porté par le Bloc. Parce que les gens semblent ne pas avoir encore compris comme il faut qu'est-ce que c'est un référendum à l'intérieur d'un processus d'accession à l'indépendance. Il y en a qui s'imaginent que c'est par un référendum que le processus commence. Hélas, pas du tout. Ouais. C'est par un référendum que le processus se termine. C'est la dernière phase, une fois que le rapport de force est établi, que on est convaincu là, qu'on a tous les éléments en place pour réussir l'indépendance. C'est à ce moment-là seulement qu'on convoque un référendum et ça devient une simple question de ratifier un résultat qui est acquis parce que dans les faits, dans la réalité, il est acquis. Mm-hmm. Okay? Oui, c'est-à-dire que l'État a déjà été chercher des pouvoirs. Alors, c'est ça. Donc, il faut... Tu sais, le référendum survient après pour entériner la dernière étape dans la reconquête, dans la conquête du pouvoir et, tu sais, dire, bon, ben maintenant, on a tout ce qu'il faut, là. Est-ce que vous croyez qu'on est capable de faire l'indépendance? Oui, c'est ça. Au lieu de commencer le processus par le référendum. Et d'ailleurs, on voit, il y a plein d'exemples, là, récemment, le Kurdistan, la Catalogne, où un processus référendaire gagnant n'a pas amené à la souveraineté effective des États en question. Non, et puis même, tu imagines... Ça a même provoqué une sorte de recul. Hein? Ben, tout à fait. Ouais. Et quand tu regardes les deux référendums de 80 et de 95, le forcé de reconnaître que dans les deux cas, ils ont été le déclencheur de recul. Oui, de recul pour la cause nationale. Pour la cause nationale. Je pense qu'on va y revenir plus tard. On va y revenir plus tard. De l'émission. Ouais. En parlant de conquête du pouvoir, ça me fait penser à quelque chose. On a appris que Québec solidaire avait délégué Manon Massé au chef de premier ministre, de première ministre du Québec. J'ai vu des extraits de l'émission où elle avait été interviewée, à l'émission La Joute, à TVA. Ouais. Ouais. Et Paul Larocque a été extrêmement dur à son endroit, finalement en disant, « Mon Dieu, tous vos adversaires sont très contents de vous avoir face à eux parce qu'ils pensaient avoir affaire à Gabriel Nadeau-Dubois, qui est beaucoup plus éloquent. » Et finalement, on se rend compte, enfin, je me pose la question, est-ce que c'est pas un peu une espèce de suicide politique de mettre Manon Massé, qui est quand même pas la figure la plus éloquente de Québec solidaire? Un suicide politique pour qui? Pour Québec solidaire. Parce que là, avec ce qui se passe avec Jean-Martin Hossan qui vient au Parti québécois, c'est quand même une sorte de défaite morale pour Québec solidaire. Hein? On se rappellera que Jean-Martin Hossan avait participé à l'initiative, là, faut qu'on se parle, de Gabriel Nadeau-Dubois. Finalement, il retourne au Parti québécois. Et là, Manon Massé, c'est pas une figure de proue particulièrement, je dirais, rassembleuse. Hein? Non, je pense que le terme est bon. Elle n'est pas rassembleuse. Mais de toute façon, hein, il faut comprendre une chose, c'est que malgré que la popularité, ou pas la popularité, parce que dans le fond, le Québec solidaire n'est pas populaire, non. Québec solidaire a bénéficié d'une couverture médiatique au cours des dernières années qui allait largement au-delà de ce qu'elle était capable de recueillir comme soutien dans la population. Oui, tout à fait. Et ça, c'était voulu de la part des médias de mainstream, là. Oui. Oui, on peut le dire aussi, hein, Richard, de la presse, de Radio-Canada. C'était voulu pour, en même temps, diminuer l'importance, pour essayer de tirer dans les pattes du Parti québécois, pour essayer de le désarçonner. Tout à fait. Et finalement, on voit que la manœuvre n'a pas réussi. Non seulement elle n'a pas réussi, mais les positions sont en train de se cristalliser encore davantage. Oui. Et dans une situation où il y a une telle cristallisation,
Et c'était certainement le cas en 1995. Est-ce que ça serait encore le cas aujourd'hui? Ça reste à voir. Mais ça avait bénéficié au PQ pour l'élection. Bien sûr. Bien sûr. De 1994. Oui, oui. Donc, et puis... l'ADQ, ça avait été de Mario Dumont, là. Alors que c'était rempli d'espoir, cette affaire-là. Ça avait été... il y avait juste eu un élu. Un élu, oui, tout simplement. Oui, Mario Dumont. Mario Dumont lui-même. Ouais. Alors, on voit comment l'influence des médias fausse le jeu. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, ils essaient de le fausser. Oui, ils n'y parviennent pas, mais ça produit quand même ça amène des électeurs à avoir un comportement aberrant. Oui. Mais, oui, tout à fait. Sauf que là, on dirait que le ballon se dégonfle un peu. Hein? Ouais. On se rappellera quand même qu'à mi-mandat, souvent, les tiers partis, c'est-à-dire les partis qui ne sont pas des partis de gouvernement, ont tendance à être plus hauts dans les sondages. Ouais. Et là, à 6 mois des élections, on se retrouve quand même avec Québec solidaire qui est à 6-7% dans les sondages, ce qui est à peu près le score électoral qu'ils ont fait aux dernières élections. Ouais. Prochain sondage risque d'être assez instructif quand on va voir si la CAQ a réussi à maintenir ou à garder son avance, et si le PQ, lui, est en mesure d'effectuer une remontée quelconque avec les mesures qui ont été annoncées par Jean-François Lisée, notamment la nomination de Véronique Yvon, etc., sa nouvelle coupe de cheveux. Ses lunettes, etc. Voilà. Mais en même temps, je ne sais pas à quel point on va voir ça à court terme. Je pense que le Parti québécois tente de créer une dynamique politique qui va s'échelonner sur plusieurs mois. Ouais. C'est mon impression. Et puis aussi, le fait d'avoir Pierre-Carl Péladeau en embuscade. Ouais. On ne sait pas exactement quand il revient, s'il revient, dans quelle circonscription. Ça amène aussi un élément, je pense, intéressant pour la mise en place d'une dynamique favorable au Parti québécois, alors que la CAQ demeure assez inaudible. Il faut quand même le dire. François Legault a décidé de tenir un peu un discours assez consensuel. Et d'ailleurs, la série de reportages du Devoir sur la coalition Avenir Québec a révélé ça. Moi, j'ai été très surpris de lire des conseillers politiques de la CAQ dire qu'ils n'allaient pas parler de la question identitaire, qu'ils s'inscrivaient dans le consensus québécois sur la social-démocratie. Donc, on voit que la CAQ essaye un peu de se présenter comme le parti naturel du changement, le parti de remplacement un peu au Parti libéral. Un parti de pouvoir. Et un parti de pouvoir. C'est ça. Donc, ne pas aller dans aucune forme d'excès, ni sur les questions identitaires, ni sur les questions, disons, de la critique de la social-démocratie. Ils ne vont même pas avoir un discours antisyndicaliste. Et je pense que face à ça, il y a quand même une forme de brèche qui s'ouvre pour le Parti québécois, qui va pouvoir essayer un peu de s'infiltrer là-dedans et de coller la CAQ sur le Parti libéral. Là-dessus, on va voir comment François Legault va être capable de se oui, débrouiller. Là, franchement, là, il y a un défi devant lui. Là. Ouais. OK? Alors, la partie se complique, se complexifie, et il va être obligé de démontrer vraiment un peu plus de clarté dans ses orientations qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Tant mieux, parce que je trouvais qu'on était en train de lui faire la partie pas mal facile. Il ne mérite pas qu'on la lui fasse aussi facile. Non, c'est ça. En plus, il a un bilan à défendre. C'est pas comme... on a pas tendance à présenter l'arrivée de François Legault comme s'il était nouveau en politique, alors qu'il a quand même déjà été ministre de la Santé, ministre de l'Éducation. C'est ça. Ensuite, il a fait des virages, il a fait un virage assez particulier, sous l'influence de Lucien Bouchard, faut-il le rappeler. Bien, d'ailleurs, c'est Lucien Bouchard qui l'a amené en politique. Exactement. Ouais. Et je veux dire, la CAQ, là, il faut comprendre d'où elle vient. Ouais. C'est une brillante idée de Lucien Bouchard. Dans la foulée vous vous rappellerez peut-être, vers 2005, l'exercice des Lucides. Oui. Hein? Alors, organisé d'ailleurs par la presse. Mm-hmm. OK, et tu vois les rapprochements entre la presse et Lucien Bouchard sous l'égide, sous
le bienheureux patronage de Paul Desmarais. Ah! Quelqu'un que tu connais bien, Richard. Oui. C'est comme ça que la partie s'est jouée. Alors, il faut jamais perdre ça de vue. Hein, et puis, il faut jamais perdre de vue que la CAQ est atteinte d'un gros déficit démocratique parce que c'est un parti... Sans militants. Sans militants. Oui. Pardon. Oui. Alors, c'est vraiment, finalement, une création un peu artificielle et pas très démocratique. Oui. Alors, il ne faudra jamais perdre ça de vue quand on viendra le temps de déposer un bulletin dans l'urne. Oui, par rapport à la CAQ. Tu sais, on parle de la CAQ, on a parlé du PQ et du Bloc. Il faudrait parler un peu du Parti libéral aussi, et puis de toutes les démissions qui s'annoncent. Et on a appris aujourd'hui... Stéphanie Vallée, ministre de la Justice. Voilà, qui annonce qu'elle ne se représentera pas. C'est ça. Et puis quand tu regardes la liste des gens qui s'apprêtent à quitter le bateau, t'as quasiment te demander s'ils sont pas... les rats sont pas en train de quitter le navire. Ah, oui. Hein? C'est assez spectaculaire. Donc, à l'intérieur du Parti libéral, soit qu'il y a un extraordinaire vent de renouveau puis qu'on va nous annoncer des candidatures on peut en douter. Hein? Spectaculaires, ou bien c'est comme, tu sais... sauf qu'il peut. Ah ben oui, ça risque d'être un peu ça, surtout que les sondages ne sont pas très, très favorables. Ils ne sont pas favorables. Pas du tout, même. Il y a un peu une ambiance de fin de régime pour le Parti libéral. Ouais. Donc, ça ne favorise pas les candidatures. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les médias là, commencent y compris même la presse à l'occasion, semblent adopter un ton très, très critique à l'endroit de Couillard. Là. Vraiment, là, il n'est plus dans les grandes faveurs de tout le monde. Enfin, de pas grand monde maintenant. Alors, c'est intéressant de constater, et puis ça va évidemment ajouter du piquant à l'affaire. Oui. Il y a aussi l'autre journal, pour revenir un peu sur la politique et ce qui se passe un peu à gauche et un peu peut-être l'effondrement de Québec solidaire. L'autre journal qui a lancé un manifeste contre la gauche multiculturaliste. Hein. On a affaire à l'autre journal qui est dirigé par Pierre Dubuc, qui est l'ancien dirigeant, président du SPQ Libre, qui était une espèce de cellule de gauche à l'intérieur du Parti québécois qui a été dissoute par Pauline Marois. C'est ça, Pierre Dubuc avec Roméo Bouchard, des militants... Ça, je t'avoue franchement que ce développement-là, moi, je considère que c'est un des plus intéressants qui soit survenu récemment à gauche. Oui, bien sûr. Sur le spectre de gauche du Québec. Tout à fait. Il était temps que ces gens-là se réveillent et constatent qu'ils n'avaient absolument rien à voir et rien à faire avec la gauche sociétale qui épouse finalement le mondialisme, le multiculturalisme, tout ça. Là. Oui, qui est finalement une espèce de branche de gauche du Parti libéral, au fond, parce que sur tous les thèmes sociétaux, ils sont assez proches... même du Parti libéral de Justin Trudeau, hein, au final. Et puis, ça nous oblige à constater que ce schisme qui s'installe à gauche est également présent à droite. Oui, parce qu'il y a une droite néolibérale et une droite conservatrice, traditionnaliste. Oui. Une droite même qui est antinationale. Voilà. Qui finalement veut, elle aussi, l'abolition des frontières au nom du marché. Là. C'est ça. Alors, finalement... si tu veux, le spectre politique est maintenant divisé non plus en deux, mais en quatre. Oui. Et donc, deux de sensibilité de gauche et deux de sensibilité de droite. Mais parmi les deux, autant à gauche qu'à droite, il y a des gens qui, sur la question autant à gauche qu'à droite, sont capables de se réunir. Ah, tout à fait. Et il y a un potentiel pour une union tout à fait. Qui se ferait sur l'axe du patriotisme. Exactement, de l'enracinement. De l'enracinement. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, honnêtement, moi, je pense que si le Parti québécois peut finir par incarner ça, c'est bien lui, c'est bien ce parti-là. Avec d'un côté... C'est ce qu'il devrait faire. C'est ce qu'il devrait Est-ce qu'il est capable de le faire? J'en suis pas sûr.
c'est pas sûr, Mais c'est ça qu'il devrait faire. Ben, c'est ça qu'il devrait faire, parce que si on a Jean-Martin Hossan qui est proche, en tout cas, qui a été proche de Gabriel Nadeau-Dubois à un moment, et Pierre-Carl Péladeau, on est quand même dans une forme, je dirais, de coalition, là. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont associés à quelque chose de plus proche de la gauche sociale, même avec des gens comme Véronique Yvon, par exemple, ou Paul Saint-Pierre Plamondon, et Pierre-Carl Péladeau, qui représente pour certains une espèce de droite économique dure, antisyndicale, même si finalement, c'est quand même un grand patriote qui a mis en place le réseau Éléphant, il y a plein de... la défense du cinéma québécois. Mais dans ce sens-là, moi, je trouve ça intéressant, la dynamique qui est en train de se créer au Parti québécois. C'est-à-dire le fait qu'on anticipe le retour de Pierre-Carl Péladeau, ça veut peut-être dire que la capacité de réunir la gauche patriote et la droite enracinée est faisable au pays. Ben, je pense que... Dans une certaine mesure. Je pense que ça a toujours été... L'objectif. Pas l'objectif, ça a toujours été la seule option possible. Oui. OK? Maintenant, quant à savoir si autant à l'intérieur du PQ que... si à l'intérieur du PQ, on était conscient de ça, puis que si on a agi en fonction de ça, je suis certain que non. Non, ça c'est autre chose. Hein? Oui. OK. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a toujours eu, bon, on en a parlé plusieurs fois, mais il y a toujours eu une espèce de méfiance de la part du Parti québécois pour les gens un petit peu plus conservateurs ou à sensibilité de droite. Hein. Il y a toujours... j'en sais quelque chose. J'ai vécu ça en 95. Voilà. T'en as fait les frais. Oui. En parlant un peu de la débandade libérale, il y a M. Gaétan Barrette qui est dans l'eau chaude. Oui, lui, il est vraiment pas sorti de l'auberge, là. Claude Castonguay, donc... mon ancien patron. Ah ben oui, ton ancien patron. Oui. Lui en a donné toute une. Oui, exact. Okay. Rappelons peut-être aux gens que ça a été quand même le premier ministre de la Santé à avoir mis en place... On en a parlé la semaine dernière. Ah oui, d'accord. OK. Alors, je ne pense pas que ce soit nécessaire de revenir là-dessus. Mais ce qu'il faut souligner, là, c'est que cette affaire-là semble avoir des effets durables. Et je me posais la question la semaine dernière, si ça allait être juste un feu de paille ou si ça allait prendre, mais ça a l'air que ça prend. Oui. Et donc, ça va traîner et M. Barrette n'est pas sorti du bois, au point que, avec l'hostilité qu'il est en train de générer, il faut même se demander si le Parti libéral, à la veille des élections, ne va pas carrément le lâcher. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais tu vois, on n'a pas la difficulté que ça poserait pour Couillard, parce qu'ils sont vraiment comme cul et chemise, lui et Barrette, et qu'ils ont littéralement spolié le Québec au bénéfice des médecins. Hein? Bien sûr. Okay. Alors, le lobby des médecins au pouvoir. C'est ça. Avec Bolduc avant... ah oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier ça non plus. Le triumvirat des médecins. Des médecins. Alors, c'était assez particulier comme situation. On va parler un peu de ce qui se passe au fédéral. On a parlé du Bloc, bien sûr, mais écoute, le voyage de Justin en Inde, quel cataclysme! Hein? Quelle folie! Moi, je partage... c'est rare que je partage l'avis de Mme Lise Ravary, mais elle a écrit ça dans le Journal de Montréal cette semaine et je pense que c'est assez juste. C'est un peu son Waterloo. C'est-à-dire que c'est un peu le début de la fin, je pense, pour Justin Trudeau. Pourquoi? Parce que... Pee-wee, hein? Moi, depuis le début, je l'appelle Pee-wee, puis chaque jour qui passe ça confirme que ce nom-là était mérité. Oui, tout à fait. Écoute, c'était évident dès le départ qu'il était aussi vide qu'une cruche, tu sais. Oui. Avec la capacité intellectuelle d'une cruche aussi. Mais il aurait pu être vide et bien jouer son rôle. Là, il a été vraiment débile. C'est-à-dire ça a été une honte internationale. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que je crois que ça va être un peu le début de la fin pour lui. C'est que le Parti libéral et le Parti libéral du Canada et les libéraux se gargarisaient du fait que Justin Trudeau allait redorer l'image du Canada à l'international après les années Harper. Oh là! Or, la presse internationale est tombée... à bras raccourcis. Complètement. Hey, on a vu ça autant dans c'est pas compliqué, autant sur Russia Today que dans le New York Times.
Et la presse britannique. Et la presse britannique. Et ça suit, je le rappelle quand même, le petit scandale qui avait été fait par Justin Trudeau alors qu'il avait repris une femme s'adressant à lui en lui disant de ne pas dire mankind en anglais, mais bien peoplekind. Et ça avait déjà fait le tour du monde anglophone principalement. Et là, c'est rajouté à ça l'Inde. On a vraiment compris que ce type était une sorte d'acteur de série B qui jouait autant à faire Parle pas en mal des acteurs de série B. Tu te souviendras qu'aux États-Unis, il y en a eu un qui s'appelait Ronald Reagan, qui était un acteur de série B, puis que finalement, il s'est tiré pas mal d'affaires. Oui, mais tu vois... mais n'est pas Ronald Reagan qui veut. Non, exact. Et comment je dirais... Ronald Reagan, c'est l'acteur de série B qui devient premier ministre, alors là, c'est le premier ministre qui joue à être un acteur de série B. Enfin bref, il y a comme une inversion avec Justin Trudeau. Mais ce qui est assez grave, je renvoie les gens, si jamais ils veulent s'intéresser à la question, je fais une petite capsule vidéo là-dessus, c'est aussi l'infiltration des réseaux Sikhs au sein du Parti libéral du Canada. Parce qu'au final, s'il y a vraiment eu un scandale diplomatique entre le Canada et l'Inde, c'est sur le fait qu'il y a des ministres du Parti libéral qui sont proches du mouvement séparatiste violent. Au sein du gouvernement libéral à l'heure actuelle, je veux dire, j'ai rien contre les Sikhs, là. Mais ils sont 3 ministres. C'est ce qui s'appelle une surreprésentation. Il y a 4 ministres. 4 ministres Sikhs. Mais 3 qui portent le turban, là. Ouais. Mais il y en a 4. Ouais. Et puis, en plus, on a un chef de l'opposition néo-démocrate qui est également... Alors, on se comprend que ces gens-là sont, à l'heure actuelle, surreprésentés en politique et ils sont surexposés. Complètement. OK? Mais d'ailleurs, c'est un peu étranger au Québec. J'ai regardé les chiffres et c'est vraiment... Moi, je pensais que la majorité des Sikhs au Canada se trouvait en Ontario. Et pas du tout, c'est en Colombie-Britannique. Oui. Et l'Ontario vient deuxième. D'ailleurs, le député qui a créé le scandale, là, parce que finalement, c'est un député de Colombie-Britannique qui aurait mis en contact M. Jaspal Atwal, qui est un homme qui a été accusé de tentative de meurtre sur un ministre indien à Vancouver en 1986. C'est un ministre donc de Colombie-Britannique qui aurait mis cet homme accusé de terrorisme en lien avec Justin Trudeau et qui l'aurait invité en Inde à rencontrer Justin Trudeau. Et c'est lui qui a pris le blâme. Et il y a plusieurs reportages, surtout au Canada anglais. CBC a fait quelques reportages là-dessus, sur l'infiltration des groupes terroristes sikhs des gens proches des groupes terroristes sikhs au sein du Parti libéral du Canada et de la politique canadienne. Parce qu'on se rappellera aussi, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, que le plus grand attentat terroriste aérien... Lockerbie. Oui, exactement. De l'histoire avant les Air attentats India, du 11 septembre. Un avion parti du Canada qui s'est écrasé au-dessus de l'Écosse. Exactement. Début des années 80. Ça. Oui, exactement. 86, je pense, quelque chose comme ça. 85. Et les gens qui ont été accusés d'avoir commis l'attentat, c'est un groupe séparatiste sikh de fondamentalistes, c'est-à-dire dirigé, dont le chef était un gourou, sikh, un chef religieux sikh. Et tout ça s'inscrit dans un rapport d'extrême violence en Inde. Il faut comprendre que dans les années 80, il y a vraiment eu des violences entre les hindous et les sikhs. Et ça s'est terminé par l'assassinat de la première ministre, Indira Gandhi, par des extrémistes sikhs. Donc on comprend que l'Inde soit quand même dans un rapport assez complexe face à des séparatistes sikhs proches de mouvements violents qui est infiltré le Canada, finalement le gouvernement canadien. Donc évidemment, eux, ça les met dans une drôle de situation. Et alors là, la défense de Trudeau en Inde, d'aller dire que lui, il connaissait ça, le séparatisme, parce qu'au Québec, il vivait ça, là. Hey, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ouais. C'est un vrai bozo, hein? Ah oui. Oh là 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 là. Bon, il a nié avoir dit ça. Oui, il a nié, mais sauf que, il a beau avoir nié, la conférence de presse qu'il a donnée, là, le verbatim était là. Mm-hmm. Oh là là. Et là, c'est pire. Hein? La crise s'est encore aggravée aujourd'hui entre l'Inde et le Canada, parce que non seulement ses propos sur le Québec, où finalement le gouverneur du Punjab a dit non, il a bien tenu ces propos-là. Maintenant, le gouvernement du Canada affirme que c'est le gouvernement indien qui a invité le terroriste sikh en question
pour faire mal paraître le gouvernement du Canada. Et là, le gouvernement indien dit « Non, bien sûr que non, on n'a rien à voir là-dedans. » Donc, l'incident diplomatique n'est pas terminé. Il vient juste de commencer. Oui, il vient juste de commencer. Donc, en fait, le voyage... C'est une catastrophe pour les relations entre l'Inde et le Canada. Complètement. Il faut se souvenir que les relations avec l'Inde et le Canada sont fondées, bien sûr, sur l'appartenance commune au Commonwealth, mais au-delà de ça, sur une participation assez importante des échanges entre l'Inde et le Canada sur la question du développement de la technologie nucléaire. Ça remonte à loin. Ah oui. Et à l'époque, l'Inde avait été parmi les premiers à acheter justement les réacteurs nucléaires canadiens, les fameux Slowpoke, là. Qui était... Mais tu sais, ça remonte à loin, ça, cette collaboration-là. Et c'est tout comment dirais-je, en anglais, l'expression, c'est le goodwill, hein? C'est la bonne entente. Non, ça va plus... C'est tout un fond de bonnes relations qu'on est en train de sacrifier, tout simplement pour sauver la peau du garnement de Pee-wee. Oui. Et quand même aussi expliquer aux gens que tout ça s'inscrit dans une espèce de surenchère électoraliste. Parce que Justin Trudeau sait très bien qu'il est en danger en Colombie-Britannique, qu'il y a Jagmeet Singh au NPD qui va rapatrier le vote sikh, et lui ne veut pas perdre certains comtés qui sont en danger, principalement à cause de Trans Mountain. Alors, c'est là qu'on voit le danger du communautarisme. Ah ben complètement. Hein? C'est là qu'apparaît... Ça mène à un dérapage de la politique. À l'explosion complète. Alors là, Justin, là, il vient d'obtenir la rançon de son adhésion au multiculturalisme et puis au post-nationalisme. Ah ben exactement. Hein? Paf, ça vient de te revoler dans le nez, mon petit gars, et tu viens d'en prendre toute une. Exactement. Parce que finalement, c'est pas l'intérêt de l'État canadien qui l'a défendu. Bon, même si simplement en tant que souverainiste, l'intérêt de l'État canadien, c'est pas nécessairement ce qui nous passionne, mais il n'empêche qu'on voit, comme tu viens de le dire, la dérive du multiculturalisme. Ça a fait déraper la politique étrangère d'un État. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Là. Puis c'est les intérêts nationaux, là. Oui, les intérêts nationaux. C'est grave. Oui, au nom de la diversité, de la bonne entente, et finalement, ça mène... et voilà, ça mène à une espèce de conflit larvé, parce que en ne sachant pas faire la distinction entre les intérêts communautaires, sikhs et électoralistes, Trudeau s'est retrouvé finalement pris dans les relations... Et on ne parlera pas de la surenchère vestimentaire. Ah oui, non, mais ça... Écoute, c'est pas compliqué. Je regardais ça, puis ça me rappelait le bourgeois gentilhomme de Molière. Tout à fait. Avec, tu sais, le grand Mamamouchi, puis le ballet, parce qu'il y avait un ballet dans cette pièce de Molière. OK? Et puis justement, la débauche de costumes, l'organisation d'une fête chez le bourgeois, OK? Et où on se moque de lui. Ben Justin, il a trouvé le moyen de se moquer de lui-même, sans être conscient que c'est ce qu'il faisait. Oui, il y a même Quelle caricature! Il y a des acteurs de Bollywood qui ont réagi sur les médias sociaux en Inde en disant « Bon, écoutez, même pour nous, c'est un peu excessif. Ouais. » Et quand on connaît le cinéma indien, on se dit que pour que ça soit excessif, ça en prend vraiment beaucoup. Puis l'utilisation de sa famille, embarquer sa famille là-dedans, alors là... Ah, ben oui. Tu sais... Oui. Ah non, c'était l'horreur de A à Z. De A à Z, le cauchemar. Le cauchemar complet. Mais tu sais, il y a une forme d'amateurisme là-dedans. Parce qu'après 2 jours, ces conseillers politiques, en voyant que le voyage commençait à se passer un peu mal, ils auraient très bien pu le foutre dans un avion et le rapatrier. Hein. Ils auraient dû. Ils auraient dû faire ça. Ouais. Mais ça n'a pas été fait. Ce qui veut dire que même, non seulement il y a Justin Trudeau, le personnage un peu ridicule qui s'est humilié, mais en plus, ça veut dire que l'ensemble de l'équipe libérale n'est pas tout à fait compétente. C'est un peu inquiétant. Écoute, c'est pas compliqué, là. Je veux dire, de la camisole de force. Tant qu'à rester dans les costumes, là, c'est ça que ça aurait pris. mais moi, je crois un peu à des problèmes de santé mentale. Ben là, il faut commencer à y croire. Et d'ailleurs, sa mère a passé, je pense, le quart de sa vie dans des institutions. Ouais, bon, on va pas parler de ça. Non, mais en tout cas, OK. Je fais juste souligner la chose. Bref, d'ailleurs, Justin Trudeau vient d'investir, on a eu le budget là récemment, 42 millions de dollars pour le multiculturalisme et 175 millions de dollars, Richard, devine pourquoi, pour les réfugiés.
on a quand même un premier ministre qui nous annonce qu'il veut faire venir 100 millions d'immigrants au courant de son mandat, et on voit... 100 millions? Non, excuse-moi, 1 million, pardon. OK, désolé. Là, Non, 100 millions sur 20 ans, ça, j'avais vu ça. 100 millions en 2100. En 2100. C'est de faire du Canada un pays de 100 millions d'habitants en 2100. Et il a promis, non pas 100 millions en 5 ans, mais 1 million, c'est quand même... énorme. Et c'est quand même énorme, en 3 ans. Et là, on voit qu'effectivement, qu'est-ce que ça demande pour les services sociaux, pour accueillir les immigrants? Ça demande de l'argent. Puis ça explique un déficit de 18 milliards, exact. Alors qu'on ne devrait pas en faire à ce moment-ci. Non, alors que l'économie... Alors ça devient grave, là. Ouais. Parce qu'on est en train de comprendre qu'on est en train de payer pour cette immigration-là. Tout à fait. Et non seulement payer aujourd'hui, mais payer plus tard. Oui. Ce qui explique finalement l'étude qui avait été faite par l'Institut Fraser, par M. Gruber, si ma mémoire est fidèle, il y a quelques années, d'abord en 2008 et ensuite en 2013. Cette étude de l'Institut Fraser disait tout simplement que l'immigration au Canada coûtait par année 20 milliards de dollars. Exact. Et que compte tenu de la part du Québec dans l'immigration, c'était environ 5 à 6 milliards pour le Québec. Ouais. OK? Et c'est énorme, là. C'est énorme. Énorme. Et c'est un coût net. Autrement dit, c'est une fois qu'on a calculé tout l'apport économique que ces gens-là sont censés apporter. Oui. Alors que finalement, le discours sur l'immigration est un discours principalement économique. Enfin, c'est couplé aussi à l'idéologie de la diversité. Là, plus il y a de diversité, mieux c'est. Mais c'est surtout sur l'apport économique en nous disant qu'il y a un manque d'emploi, qu'on sélectionne les immigrants. Et finalement, quand on regarde les chiffres concrets et réels, quand on sort un peu de l'idéologie immigrationniste... Mais c'est là que ça te permet de comprendre quelque chose de fondamental, Alexandre. Quand les employeurs... veulent faire venir de la main-d'œuvre immigrante, c'est pour la payer moins cher. Bien sûr. OK? Sauf que là, on comprend pour quel est leur intérêt. Leur intérêt, c'est qu'en la payant moins cher, ils se trouvent à devenir subventionnés par le gouvernement, qui, finalement, finance une partie de ces salaires-là par les mesures sociales qu'on est obligé les coûts sociaux qu'on est obligé d'assumer à cause de leur présence. Oui. Et même des programmes. Et voilà. Des programmes pour intégrer les immigrants au marché du travail. Et voilà. Et pire encore, finalement, ce que disait l'Institut Fraser dans ce fameux rapport-là, c'est que, dans le fond, essentiellement, tout ce qu'on était en train de faire, c'était de financer l'élection des députés qui votent en faveur de ces mesures-là. Et l'autre chose, c'est qu'en même temps, l'Institut Fraser soulignait que les premières victimes de ces mesures-là étaient les immigrants des générations précédentes. Tout à fait. Alors là, écoute, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de réaction généralisée de révolte. Oui, mais tu sais pourquoi, Richard? Parce que tout est entretenu par le... par le discours médiatique. C'est-à-dire que quiconque remet en question les programmes d'immigration massif... passe pour un raciste et un... Alors que on n'a pas parlé de race pantoute, là. Ah non? On parle juste de dollars. Oui, tout à fait. Hein? Bon, après, il y a d'autres questions qui rentrent en jeu, des questions sécuritaires, etc., des questions d'assimilation culturelle, des questions aussi liées sur la question nationale, au fait que c'est un électorat fédéraliste, etc. Donc, même si on parle, c'est-à-dire strictement sur l'aspect financier, c'est déjà problématique. Et en plus, il y a d'autres problèmes qui se rajoutent à ça. Mais, tu sais, je crois que le discours est quand même un peu en train de se libérer. Mm-hmm. Doucement. Évidemment, en Europe, là, c'est beaucoup le cauchemar, là. Oui, là, c'est le cauchemar. D'ailleurs, il y a bientôt des élections législatives là, en Italie et l'immigration... On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. C'est le sujet de l'heure en Europe. Ouais. Peut-être pour terminer sur la politique fédérale, Richard, la position de Andrew Scheer sur Jérusalem. Oui, alors ça, c'est très intéressant. Oui. Parce que Andrew Scheer, qui est à la tête du Parti conservateur, vient de soutenir la décision de Trump de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem.
Il faut se souvenir qu'au début des années 80, on avait un premier ministre qui fut fort bref, M. Joe Clark, qui avait justement suggéré la même chose. Exact. Que le Canada déménage son ambassade. Et alors là, on lui était tombé dessus à bras raccourcis. Donc, tu comprends? La bien-pensance libérale là, en avait profité pour faire des gourges chaudes. Et c'est ce qui avait favorisé le retour de Pierre-Éliott Trudeau. Ah, de Trudeau. Oui. OK? En 81, 82, si ma mémoire est fidèle. OK? Alors, il faut s'en souvenir. Alors, finalement, le gouvernement de Joe Clark avait quasiment... T'étais en avance. Oui, puis c'était sur ça, puis sur une question de taxation, finalement, qu'il était perdu. Mais... ça avait été finalement présenté comme de l'amateurisme. Oui, c'est ça. Mais on voit que les conservateurs sont cohérents, puis... Oui, à ça, on peut pas leur reprocher. On peut pas du tout leur en reprocher. Ça c'est clair. Et on voit quand même qu'il y a un alignement. Il y a un alignement du Parti conservateur du Canada sur les positions des républicains américains. Bon, c'est parfait parce que ça nous amène justement à aborder maintenant le volet international. Et la transition ne peut pas être meilleure. Alors, peut-être sur les États-Unis? Oui, bien justement, sur les États-Unis, là, écoutez, je vous en parle déjà depuis quelques semaines, mais ça va de plus mal en plus mot, là. Hein? C'est terrible. C'est l'effondrement d'un pouvoir. Et ça commence à sortir même dans les médias... mainstream, que il y a une division terrible entre le président et l'establishment politique américain. Ah ben oui, ça, oui. OK? Et que le pays est devenu ingouvernable. Alors là, c'est la première fois aujourd'hui que je voyais employé dans un média de masse américain cette notion de pays devenu ingouvernable à cause de ces rivalités-là. Évidemment, Trump n'aide pas. Hein, je veux dire, il n'y a pas une journée là où il n'en rajoute pas une couche. Oui, et puis, il n'y va pas, lui, avec le dos de la cuillère. Hein, je veux dire... Non. C'est la grosse braoule, puis en white donc. Mais il y a quand même des sondages qui sont sortis là, récemment disant qu'il est plus populaire à la même époque qu'Obama. Hein? Oui. À la même époque de leur mandat respectif, là, évidemment. Ouais. Ce qui fait qu'on a quand même une vision déformée un peu au Québec de la présidence de Trump, parce que j'ai l'impression que les journalistes québécois qui suivent la politique américaine ne font qu'écouter CNN. C'est-à-dire qu'ils ne font qu'écouter que vraiment qu'un côté de la médaille. Ça va plus loin que ça. Les journalistes des journaux canadiens, comme l'étaient les journalistes européens, et d'ailleurs, il y a un journaliste allemand qui avait fait cette déclaration-là et qui est mort peu de temps après, comme par hasard, et qui avait déclaré que oui, il avait été sur le payroll de la CIA et que tous les journalistes des grands médias l'étaient. Wow! OK? Ça veut dire que les nôtres le sont aussi, hein? Oui, probablement. Okay. Enfin, les plus importants d'entre eux. Ceux qui Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup des de chroniqueurs journalistes... à la politique étrangère, là. Oui. Tu sais que... mais des fois, je me pose la question de leur intelligence, mon cher Richard, parce que des fois, je me dis, ils n'ont pas l'air particulièrement brillants. Ils n'ont pas besoin d'être payés par des services de renseignement pour dire ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pris idéologiquement par la bien-pensance ambiante que parfois j'ai l'impression, il y en a sans doute qui le sont, mais je me dis qu'il y a une telle ambiance aussi chez cette caste de journalistes-là, je me dis que finalement, ils adhèrent à ce discours-là sans même avoir besoin d'être financés. De deux choses l'une, ou bien ils sont cons. Okay? Mais ce qui est possible. Ou bien ils sont achetés. Oui. Mais... OK. Et je ne peux pas croire qu'ils soient à ce point-là cons. Je veux dire, c'est pas vrai. Donc, ils sont instrumentalisés par la propagande américaine, par des canaux extrêmement puissants. Tu sais, moi, quand je me suis retrouvé, j'étais à la tête de l'Association des manufacturiers, j'ai été invité par
le United States Information Service à aller à Washington. J'ai fait un séjour assez frais et j'ai bien vu de quelle façon on cherchait à conditionner mes opinions. Et puis, on le faisait parce que j'étais ce qu'ils appelaient un opinion leader, un leader d'opinion. Et donc, il était important pour eux de me passer leur message de façon à ce que je les transmette. OK? Alors, c'est la même chose pour les journalistes. Ils vont avoir été invités, eux aussi, tu peux être certain, sur des séminaires comme ceux-là, toutes dépenses payées auprès de la princesse, à rencontrer les plus hautes personnalités américaines. Ça se fait de façon très discrète. On t'envoie là 2 semaines, 3 semaines. Oui, puis ça se fait sans que ça soit nécessairement, comment je dirais, explicite. Exactement. C'est un peu... c'est ça. Alors, puis dans une bonne ambiance générale. C'est ça. Puis on te donne des numéros de téléphone de gens que tu peux appeler. Et puis, c'est intéressant de dire, « Hey, moi, j'ai un contact Bien sûr. de haut niveau à Bien Washington sûr. Que je peux appeler. » Puis effectivement, tu vas l'appeler puis il va te répondre. OK? Écoute, d'un seul coup, tu te penses... Mais ça, c'est comment je dirais, bien sûr, tu te penses important. Devenu important. Bien oui, ça c'est évident. Bon, alors... Mais ça, c'est de la projection de la puissance. Hein? C'est-à-dire que là-dessus, les États-Unis ont une volonté de puissance, je pense qu'on peut dire mondiale, et ils la font rayonner. D'ailleurs, ça nous mène peut-être à parler, et je sais que tu suis le dossier de très près, ce qui se passe dans la banlieue de Damas. Oui, évidemment, avec la Ghouta orientale là, à l'heure actuelle. Exact. On se retrouve exactement dans le même scénario qu'Alep l'an dernier. Oui. Hein? Et là, d'un seul coup, on découvre qu'il y a dans la Ghouta orientale une espèce de quartier ancien avec dans des collines et puis des petites rues étroites et tout ça, là, une masse assez importante de population. Oui. OK? Assez dense. Et qui est devenue captive, finalement, des terroristes qui se sont installés là et qui se servent de cette population comme bouclier humain pour empêcher les troupes syriennes, appuyées par les Russes, là, de faire ce qu'ils ont fait à Alep, c'est-à-dire un nettoyage. Mais la pression augmente de jour en jour et il faut s'attendre... Alors, c'est pas rien, il y aurait une dizaine de milliers de terroristes. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est du monde à messe, ça. Oui. Okay. Et ça, c'est plusieurs... Je crois avoir compris que c'était plusieurs groupes islamistes, hein? Oui. Puis quand ils font des tirs de bazooka, pas de bazooka, mais de missiles et puis de roquettes. D'obus et de roquettes. Vers Damas. Ça ressemble un petit peu aux orques de Staline, là, pour rester dans la note musicale. Oui. Et finalement, c'est pour comment dirais-je, décrédibiliser le gouvernement de Bachar el-Assad, c'est-à-dire pour prouver que même à Damas, la population est menacée. Et que les ambassades étrangères à Damas sont menacées et que finalement l'État syrien n'est pas fiable. Bon. Alors moi, je pense que c'est l'affaire d'un mois, à peu près. D'accord. Avant que l'abcès soit vidé. Et tu comprends aussi que tout ça survient au moment où les Turcs sont dans le nord. Et, la situation syrienne se complexifie, là. Oui. Mais c'est comme pour détourner l'attention, tu comprends? Alors, d'un seul coup, on monte la pression sur Damas de façon à ce qu'on ne parle pas trop de ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs n'est pas bien beau non plus, hein? Ah ben non. Tu veux dire que les tirs de roquettes de l'État islamique et des islamistes vers Damas, c'est pour détourner l'attention de ce qui se passe au nord de la Syrie avec l'intervention turque. Et surtout aussi de détourner l'attention du gouvernement syrien du Golan. Aussi. Ça, c'est l'autre aspect. OK. Le Golan, là, on le sait, c'est un plateau qui se trouve en dessous de la ligne des crêtes, des montagnes qui séparent la Syrie d'Israël. Et puis, en fait, c'est pas très loin, le Liban. Oui, exact. Je suis à un endroit où je suis allé, moi, D'ailleurs, tu as vu la photo l'autre jour. J'étais, moi,
à quelques kilomètres de la frontière du Liban, à quelques kilomètres de frontière de la Syrie, en Israël, enfin pas en Israël, sur le plateau du Golan, occupé par Israël. Occupé par Israël. OK? Alors, ce plateau-là est occupé depuis 1968 et jusqu'ici, Israël avait réussi à conserver l'œil, enfin plus que l'œil, le portefeuille aussi, dessus. OK? Et, oui, Israël craint finalement pour ses positions parce que si jamais Bachar el-Assad demeure au pouvoir et qu'il a une dynamique politique favorable, voire même une dynamique il va vouloir reprendre le Golan. Il va vouloir reprendre le Golan. C'est ça. Et on apprenait récemment dans RT qu'il y a des universitaires israéliens qui ont fait une étude affirmant que le financement des djihadistes, qui avait autrefois été fait par la CIA, avant que Trump n'arrive au pouvoir, a été repris par Israël. Ouais. Et que Israël, finalement, financerait des groupes djihadistes en Syrie pour, finalement, déstabiliser le gouvernement de Bachar el-Assad. Donc, tu sais, c'est pas compliqué. Plus Bachar el-Assad est fort, plus le Golan... moins le Golan est israélien, quoi. Exactement. Plus le Golan est menacé pour Israël. Exactement. OK? Donc, on voit l'intérêt d'Israël est très clair. Oui. C'est de foutre le bordel en Syrie, de façon à pouvoir garder le Golan, parce que le Golan, non seulement a-t-il une valeur stratégique militaire, mais au cours des dernières années, on a découvert qu'il avait une importante valeur économique parce que il renfermait des réserves pétrolières importantes. Oui, et en plus, ça s'inscrit aussi dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Russie, à partir du moment où la Syrie est un allié russe, et non seulement est un allié russe, mais possède sur son territoire une base militaire russe, qui donne accès à la Méditerranée pour les Russes. Je ne sais pas si tu as vu cet article qui est passé ces jours derniers et qui... dans lequel on voit Poutine et Bachar al-Assad en photo. Et en dessous, on explique que la Russie vient d'acquérir les droits d'exploitation du pétrole en Syrie. Alors, imagine que s'il fallait que le Golan redevienne syrien, ben, ça voudrait dire que le pétrole du Golan serait exploité par les Russes. Oh, attention, ça craint. Hein? Je veux dire... il y a des gens qui ont des gros intérêts et qui ne sont pas prêts à les perdre. Non, bien sûr. Alors, et tout ça se rajoute un peu la complexité de la question kurde. En plus. Parce qu'en plus, les Turcs qui font partie de l'Alliance Atlantique, donc théoriquement sont des alliés des Américains, combattent des Kurdes soutenus par les Américains. Oui, et puis alors là, c'est là que ça devient grave parce que les Américains ont désespérément besoin de maintenir un pied en Turquie. Des bases militaires. Il n'y a pas juste les bases militaires, il y a tout un dispositif de missiles stratégique qui repose sur la participation de la Turquie à l'OTAN, OK? Et s'il faut que les Américains perdent cet allié-là, ils sont foutus au Moyen-Orient. Alors, Erdogan le sait. Et il joue continuellement. Oui. Les Russes contre les Américains. Oui, voilà. Il risque quand même de se brûler à ce jeu-là. Et puis, je pense qu'il n'en est pas loin. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas eu une tentative de coup d'État il y a un ou 2 ans? Oui, puis c'est Poutine qui l'a averti à la dernière minute que les Américains étaient en train de le liquider. OK? Mais en même temps, là, on commence à comprendre que les Russes sont moins enchantés de la performance d'Erdogan. Et en particulier, ils ont monté en épingle un événement survenu ces derniers jours où, à l'occasion d'une fête, pas d'une fête, mais d'un rassemblement d'une milice populaire importante en Turquie, Erdogan a eu des mots particulièrement déplacés à l'endroit d'une petite fille qui était en uniforme militaire, qui avait peut-être 11 ans, et à qui il a dit que si elle se sacrifiait pour la Turquie, elle deviendrait une héroïne nationale. Ah. Alors, la petite fille s'est mise à pleurer à gros sanglots. Ça a fait les médias en Turquie, ça a fait les médias en Europe, ça a fait les médias en Russie. Curieusement, ça n'a pas fait les médias aux États-Unis. Ah,
Non, je ne sais pas pourquoi. OK? Mais, tu sais, mais sauf que chez les Russes, là, je peux te dire que ça, ils ont vu ça d'un très mauvais œil. Mm-hmm. Et que ce n'est pas quelque chose qui va leur rendre Erdogan plus sympathique. Est-ce que tu veux glisser un mot peut-être sur l'Italie? Oui, bien sûr. Alors, bon, on sait qu'il va y avoir des élections d'ici une semaine ou deux, là, en Italie. Oui, c'est ça, début février, là. Ouais, début mars. Oui, c'est ça. Et là, on apprend, alors que tout ça avait été relativement occulté par les médias pour ne pas enflammer le reste de l'Europe. Mais on est en train de découvrir que un scénario est en train de se développer là, où il va y avoir d'abord une division épouvantable, mais il va y avoir surtout une montée en puissance de la droite et de l'extrême droite. Ouais. Et ça n'augure rien de bon. Et surtout une remise, parce qu'il faut comprendre la situation dans laquelle se trouve l'Italie sur le plan. Bon, ça dépend. Sur le plan, non. Écoute là. Ça n'augure rien de bon parce que un malheur n'arrive jamais seul, là, si tu veux. Oui. Mais en même temps, la coalition de droite menée par Salvini et la Lega del Norte. La Lega del Norte et le Berlusconi, finalement. Oui. La Ligue du Nord, ses positions sont assez proches de celles du Front national en France. Hein? On se comprend. Très souverainiste, critique de l'euro. C'est pas inintéressant, là, du tout. Non, mais écoute... Ce qui est plus grave, là, évidemment, c'est que la situation de l'Italie à l'heure actuelle, sur le plan financier, est épouvantable. Ah oui? Alors, il y a deux morceaux, deux gros... D'abord, il y a l'endettement du pays, puis ensuite, il y a l'endettement des banques. Ouais. Et c'est catastrophique. Ouais. Et à l'heure actuelle, ce que les Italiens vont chercher à faire, un petit peu comme la Grèce s'est trouvée à le faire, à avoir à le faire il y a 2 ans, là, c'est avec l'élection d'un nouveau gouvernement, quémander l'intervention de l'Union européenne pour essuyer les plâtres, à la fois du pays et puis pour la Banque européenne d'absorber les déficits des banques. Mais sauf qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Et la Grèce est totalement soumise, finalement, aux demandes de Bruxelles. Tu sais, l'économie italienne est infiniment plus considérable, plus grosse. Ben oui, exact. C'est pas la Grèce, quand même. Non, que celle de la Grèce. Et l'état de l'économie, tu sais, c'est incroyable. Depuis l'entrée en vigueur du traité de l'Union européenne, l'Italie n'a fait aucun progrès économique. C'est la stagnation totale. Okay. Donc, ça ne lui a pas été favorable. Non. Et l'euro la pénalise lourdement, mais ces exportateurs en faillite. Donc, les petites entreprises peuvent, à cause de la force de l'euro, ne peuvent pas exporter. Oui. Alors que l'Italie se trouve, et a toujours été, dans la situation parfaite du pays à faire ce qu'on appelle des dévaluations compétitives. OK? À dévaluer sa monnaie pour demeurer concurrentielle. Ce qui n'est pas le cas à partir du moment où ils partagent l'euro avec notamment une économie comme l'Allemagne. Exactement. Okay. Et c'est là où on voit quand même que les théories qui affirment que l'Union européenne ne serait qu'une forme une sorte de Reich allemand étendu, c'est pas totalement faux. Non. Surtout sur le plan monétaire, en fait. Sur le plan de l'euro, on a finalement accoté l'euro sur les demandes allemandes. Et dans ce cas-là, ça ne correspond pas du tout aux économies, qu'elles soient espagnoles, portugaises ou italiennes. Ou italiennes, exactement. Alors, c'est catastrophique pour le... Et tout ça se fait quand même, parce qu'il faut le dire, cette montée de l'alliance de droite de Berlusconi, la Ligue du Nord, et de leurs alliés, ça se fait aussi dans une crise migratoire sans précédent. Là. Sans précédent. C'est-à-dire que depuis l'effondrement de Muammar Kadhafi en Libye, c'est le flot ininterrompu de migrants de la Méditerranée qui est reçu en Italie. Alors, les deux partis qui sont susceptibles de s'allier ont... Forza Italia. Forza Italia, puis c'est le parti de Berlusconi. Oui. Puis la Lega del Norte. De Matteo Salvini. Matteo Salvini. La Lega del Norte, c'est la Lombardie, là, toute la région de Milan, etc. Donc, ces deux partis-là se sont entendus
pour, s'ils forment un gouvernement. Ce qui est probable. Oui, expulser 60 000 immigrants. Oui. D'un coup. Oui. Mais, tu sais, alors, c'est une chose de les accueillir, mais après ça, là, de les renvoyer chez eux, 60 000. Ah ben c'est beaucoup plus complexe. Attention, là. Wow. Et c'est assez drôle parce que, c'est pas que c'est drôle, mais en fait, la gauche italienne est complètement effondrée. Hein. Je pense que la coalition de gauche est à 20%. Et finalement, c'est la droite, comment je dirais, ce sont les libéraux européistes qui affrontent, en quelque sorte, la droite nationale. Hein. C'est un peu ça on se retrouve toujours dans ce nouveau scénario. Oui, tout à fait. OK. La droite conservatrice traditionnelle avec la gauche conservatrice traditionnelle et contre les européistes, les mondialistes, les multiculturalistes. Tout à fait. Bon, dans le cas italien, je ne sais pas si vraiment on peut considérer qu'il y a de la gauche enracinée dans la coalition de Salvini et de Berlusconi, mais enfin, il faudrait peut-être plus connaître la vie politique italienne. Mais je sais que la grande coalition de gauche va mal. Ce que tu devrais savoir, c'est que la grande majorité des collaborateurs de Berlusconi ont, à un moment donné ou un autre, été des trotskistes dans leur vie. Ah, ça, c'est possible. Ah, mais ça, les retournements de veste en politique, c'est pas la première fois. Puis surtout en Italie. Écoute, Richard, il est maintenant 20h40 passées. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on se mette sur la sellette? Voilà. Sur la question des études, en fait, que tu as évoquées en début d'émission. Le hot seat. Oui. Oui, OK, vas-y. Allons-y. Je voulais parler de l'Afrique du Sud, mais on reparlera une prochaine fois. Alors, comme on le disait en début d'émission, tu as été mentionné dans les médias récemment en raison du retour de Jean-Martin Hossan, à qui on confierait de remettre à l'ordre du jour les études sur la souveraineté du Québec. Et ça avait été ton dossier, toi, quand tu avais été ministre de la Restructuration dans le gouvernement de Jacques Parizeau. Alors... Bon, écoute, j'ai jamais eu l'occasion de faire le point en public. Là-dessus. Sur ça. Parce que... Donc, ce sont des révélations ce soir. Ouais, je dois vous dire que j'ai vécu ça assez durement cette année-là. Oui. Que ça a été lourd de conséquences pour moi, sur ma vie professionnelle, sur ma vie personnelle, sur ma santé même. Et que, disons qu'il y avait comme des cicatrices qui devaient... qui ont pris du temps à se former pour que je puisse en parler de façon libre et détachée, comme je peux le faire maintenant. Mais ce qui s'est passé, c'est ceci. On est en 1993, à peu près, et là, je suis à l'Association des manufacturiers, je suis président, et je reçois des invitations de part et d'autre, de la part de Lucien Bouchard pour le Bloc québécois, de la part du Parti libéral, de la part du PQ, pour envisager une candidature dans ces partis-là. La première que j'ai refusée, c'est celle de Lucien Bouchard. Après une discussion que j'ai eue avec lui et son équipe, il m'avait invité dans un salon privé chez Pierre, sur la rue Labelle à Montréal, un vieil établissement de longue date. Que j'ai commencé à fréquenter quand j'avais à peu près 6 ans avec mon père. Alors imagine les souvenirs que ça brassait. Et puis, on se retrouve dans ce restaurant-là, et puis là, j'ai droit au grand jeu de Lucien, qui cherche à me séduire. Il faut dire qu'à l'époque, tu avais une grande visibilité médiatique. Ben oui, je pensais, tu sais, avec les manufacturiers, là, j'étais très en vue. Et donc, tous les partis politiques étaient intéressés à à t'avoir parmi eux, quoi, finalement. Exactement, bénéficier des retombées médiatiques avantageuses dont je jouissais. Et le Parti libéral aussi t'a approché. Oui, le Parti libéral, alors ça a été invité à un dîner à l'Assemblée nationale par comment il s'appelait donc? Député de Saint-Lambert, là. Son nom m'échappe maintenant. Mais c'est un notaire. C'est un bonhomme finalement fort sympathique que j'avais eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises. Mais je lui ai dit que j'étais pas... C'était pas leur homme. J'étais pas leur homme. Ouais.
Et Jacques Parizeau. Il faut savoir que à cette époque-là, le Parti libéral, à cause des fonctions que j'occupais et puis des relations que j'avais développées avec Robert Bourassa lui-même, à cause de mon soutien aux initiatives de développement du potentiel hydroélectrique du Québec. Tu sais, je veux dire... oui, tu avais des contacts avec réguliers avec Bourassa. Oui, parce que c'est ça. Et puis, il m'avait nommé à toutes sortes, tu sais, au Conseil des sciences et de la technologie, comme membre du conseil d'administration. Il m'avait demandé Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, Qualité Québec, bref, un tas d'organismes, là, puis donc, qui augmentaient finalement ma visibilité puis ma notoriété. Ah. Et finalement, Jacques Parizeau. Alors, Jacques Parizeau aussi, bien, déjà, j'avais des contacts réguliers avec tous les partis parce que, dans le cadre de mes fonctions, j'avais à les rencontrer, faire des représentations. Du lobby, écoute, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi pour encadrer ça, là, comme c'est le cas maintenant. Et les associations invitaient régulièrement les chefs des partis à des séances privées pour des exposés sur la politique, tel ou tel aspect de la politique. Et on le faisait ouvertement et très... Bon. Alors, Parizeau aussi, on l'avait invité, et puis j'ai témoigné je ne sais pas combien de fois en commission parlementaire, et j'avais également témoigné devant la commission Bélanger-Campeau. Ah! OK? Alors, et mon témoignage avait été particulièrement remarqué. Alors, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs en quoi consistaient les études de Bélanger-Campeau? Bon, alors... Pour un auditoire peut-être plus jeune qui ne connaît pas... La commission Bélanger-Campeau avait été mise sur pied par Robert Bourassa après le rejet de l'accord du lac Meech. OK? Et elle avait pour but de recommander au gouvernement du Québec une position sur la question ou non, de faire l'indépendance ou non. Parce qu'on en était là en 93, c'est là qu'on était. Là. OK? Donc, les travaux de la commission se sont échelonnés sur plusieurs mois. Elle était coprésidée par Michel Bélanger, qui était alors le président de la Banque nationale et qui représentait, si on veut, plutôt la sensibilité libérale, et par Jean Campeau, qui, lui, représentait plutôt le point de vue du Parti québécois. Et figure-toi donc que le secrétariat de cette commission-là était assumé par Henri-Paul Rousseau, qui était à l'époque... Sur lequel tu écriras un livre. Que j'écrirai un livre par la suite, oui. Et qui, à cette époque-là, était à la Banque nationale. Il passera quelques mois plus tard à la Banque Laurentienne, dont il deviendra le président. Et de président de la Banque Laurentienne, il deviendra, en 2002, si ma mémoire est fidèle, il deviendra le président de la Caisse de dépôt. Et il quittera avec le fiasco qu'on connaît des 40 milliards. Dire, avec les conséquences qu'on connaît. Et il est rendu chez Power. Ah! Ben oui. Évidemment. OK? On connaît la logique. Alors, on voit tout de suite là comment... Et donc finalement, tu acceptes l'offre que te fait Parizeau. D'être candidat. D'être candidat pour le Parti québécois, avec la promesse d'être ministre... De l'industrie du commerce. Ce que tu ne seras pas, finalement. Non. Alors, imaginez-vous que je fais la campagne électorale. Dans Iberville? Dans Iberville. D'abord, écoutez, Iberville, c'était loin d'être acquis. Oui, bien sûr, c'était un comté qui était plutôt sensible à la... Mais c'était un comté rural. Moi, j'étais un gars de la ville, à l'origine, et me voilà... Tu n'habitais pas dans le comté, tu n'avais pas de... J'habitais à côté du comté, là, c'est peut-être pas tellement loin, sur la Rive-Sud. Donc, c'était une affaire pour moi de 25 minutes là, d'aller à Iberville à partir de la Rive-Sud. D'accord. OK? Alors... Mais tu n'as pas été le bienvenu dans le comté? Ben, attends, oui, parce que j'ai quand même remporté l'investiture. Ah oui. Mais j'ai eu de l'opposition. Et voilà. OK? Et donc, il fallait que je passe l'étape de l'investiture. Et moi, j'en avais pas fait grand cas, dans le sens où je me disais, c'est normal, c'est le processus démocratique. Et je m'y suis soumis de bon gré. Mais je ne m'attendais pas à avoir autant d'adversaires à l'investiture. Il y en avait 4 ou 5. Et finalement, j'ai quand même remporté la mise. Bon, c'était une première étape.
Alors, ça voulait dire que j'étais désigné candidat du Parti québécois dans Iberville. Arrive l'élection, et là, l'élection, il faut la gagner, là aussi, hein? Oui. Et j'ai un adversaire de poids. J'ai, comme du côté libéral, était la mairesse de Farnham, Mme Charlebois, qui avait toute une poigne et une autorité dans le coin. Là, encore une fois, ça n'a pas été... j'ai passé l'exercice. Ça a été une campagne quand même assez rude, parce que je me suis retrouvé avec 2 ou 3 candidats indépendantistes. Ben oui, c'est ça. OK? Il y avait Jacques Rose. Oui. OK? Il y avait... et 2 autres, un ancien maire de Sainte-Sabine, ou plutôt non, le maire de Sainte-Sabine, qui était une municipalité adjacente au comté. Et il y avait également un autre candidat, là, D'accord, souverainiste. un péquiste indépendant. Ah oui, d'accord. OK, imagine. Alors, malgré ça, j'ai réussi à remporter la victoire. Oui, oui, exact. T'as tiré les chiffres? Oui, par 1464 voix. Plus que ça. Ah oui? Ben, oui. Ça, enfin, c'était 3 ou 4 000. Ah bon, ben écoute. OK. Et c'était pas serré du tout. Ah d'accord, c'est ce que j'ai regardé sur l'Assemblée nationale. Donc, et puis, je peux te dire aussi que pendant toute la campagne électorale, j'avais la pression des médias contre moi parce que j'étais perçu comme un renégat dans le clan des fédéralistes. Ah, c'est ça. OK. Et alors, déjà, dès le départ, là, j'avais Radio-Canada remonté contre moi. Ça n'a pas cessé depuis. Ça n'a pas arrêté. OK. Et la presse, évidemment. Bien sûr. OK. Et si tu sais, je pourrais vous raconter là, des anecdotes à n'en plus finir sur le genre de piège qu'on a essayé de me tendre. Et Dieu sait s'il y en a eu. OK. Alors, donc, j'arrive à franchir cette étape-là. Et puis... il y avait même un courant à l'intérieur du Parti québécois qui était très opposé à ma venue. Oui, c'est ça. Parce que j'étais identifié à la droite. Oui, c'est ça, parce que tu venais du milieu des affaires. C'est ça. Puis je dois te dire que leur opposition était caricaturale. Oui, bien sûr. Dans le sens où j'ai jamais été, même si j'étais le représentant j'ai jamais été, moi, quelqu'un fortement là, à pousser l'idéologie de droite. Non. Je suis plutôt du genre pragmatique. Oui, bien sûr. OK. Oui, c'était une opposition idéologique qui ne correspondait pas trop au réel. Non, qui ne correspondait pas à la réalité. Alors, l'élection... a lieu. Je la remporte. Oui. Le Parti québécois aussi. 77 députés pour le Parti québécois. Alors, c'est le 4 septembre. Exact. OK. Et la formation du cabinet a lieu 2 semaines plus tard, si ma mémoire est fidèle. OK? Alors, tu rencontres... la veille, en fait, on est le 20... vers le 18 septembre. Le vendredi, c'était le vendredi 17, c'est ça. Le vendredi 17 septembre, vers 5 heures, je reçois un appel de la secrétaire de M. Parizeau, Mme Poisson. D'accord. Et je savais quel était le sens de cet appel-là. Et je savais qu'on me convoquait pour la formation du cabinet. Alors, elle me dit, effectivement, M. Lehir, rendez-vous chez M. Parizeau à sa résidence d'été à Waterloo demain matin à 9h30. OK. Alors, 9h30, tu passes une drôle de soirée, là. Oui, ça c'est à te demander... qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. OK, moi, je n'avais pas d'expérience politique antérieure. OK, et j'arrive là le lendemain matin à 9h30 chez M. Parizeau. On me reçoit, table de petit déjeuner dans le jardin. Et puis, il faisait beau. Et puis, il y a le chef de cabinet de M. Parizeau qui est là, Jean Royer, qui participe à la discussion. Puis, M. Parizeau, puis là, il t'annonce que tu vas être ministre. Oui. Bon. Alors, M. Lehir, vous savez que bon... Et je suis donc choisi pour siéger au Conseil des ministres. Mais, surprise, on me réserve un portefeuille nouveau
qui va être celui des études référendaires. Ah! Wow! D'abord, j'ai tout de suite vu la tâche. Puis ensuite, je me suis dit, moi, j'ai bien beau être avocat puis avoir fait du droit constitutionnel et tout ça. Je suis pas... je me voyais pas là, prêt pour assumer cette responsabilité-là. Puis, j'avais surtout pas d'enracinement dans le parti ou d'expérience politique pour naviguer les eaux tumultueuses que je savais qu'on aurait à traverser. Oui, oui. Alors, mais il me dit, rassurez-vous, vous serez bien entouré. Bon, OK. Alors, tu sais, quand je suis parti, j'ai pas dit oui tout de suite. J'ai dit que j'allais rentrer chez moi pour réfléchir. Mm-hmm. Et puis là, chez moi, il y avait plusieurs personnes qui m'attendaient et qui étaient tous, évidemment, anxieux de savoir Qu'est-ce qui t'avait été proposé? À quelle sauce j'allais me faire manger. Oui. Quand j'aurais annoncé, c'est sûr que ça a eu l'effet d'une douche froide. Mm-hmm. Mais bon, je me suis ressaisi, puis de toute façon, il y en a un de mes collègues, de mes amis qui était là, qui m'a dit, tu sais, Richard, tu ne peux pas refuser. Ouais. Parce que si tu refuses, tu n'existes plus. Ouais. OK? Tu vas être relégué sur l'arrière... Ben oui, un député d'arrière-ban. Tu vas être un député d'arrière-ban, et puis ta carrière politique vient de s'arrêter là. Mm-hmm. Alors, OK. Puis ensuite, on m'avait dit, vous aurez même le choix du nom de votre nouveau ministère. Ah. Alors là, il fallait trouver un nom. Au ministère. OK. Et finalement, on s'est entendu. Enfin, moi, j'ai rappelé dans l'après-midi pour dire oui, j'accepte. Et deuxièmement, ce que je vous propose, c'est le ministère de la restructuration. Pourquoi restructuration? Parce que c'était le terme employé dans les milieux d'affaires pour parler d'une entreprise qu'on redressait. Mm-hmm. Et à cette époque-là, il faut comprendre que le Canada était sur le bord de la faillite. Mm-hmm. En 1995, là, ça faisait déjà 3 ou 4 ans que les grandes agences internationales sonnaient l'alarme pour dire que... Oui, c'est ça, ça allait pas bien. Que la situation financière était très grave, que l'endettement était trop élevé. Puis ensuite, ça paraissait dans les taux d'intérêt, dans tout, dans la valeur du dollar, etc. OK? Alors... Et finalement... Donc j'accepte. Oui, c'est ça, tu acceptes. Et finalement, tu deviens ministre de la restructuration. Le lundi suivant, on est assermenté. Et voilà. OK? Par contre, ça ne va pas du tout se dérouler comme ce qui était prévu. Non, parce que M. Parizeau, le matin, il m'a dit, écoutez, si dans 2 ans, tous les cabinets de consultation de Montréal ne sont pas mobilisés sur vos études, je considérais que vous avez failli à la tâche. Boum! OK? Et puis là, donc, on voyait un gros processus, là. Assez, qui prendrait quand même pas mal de temps. Puis beaucoup de monde. Tous les cabinets de Montréal de consultation, tu sais, je veux dire, c'était pas des petits mots, ça. Ouais. OK? Moi, je savais, je connais ce monde-là. Je savais qu'il y en avait plusieurs. OK? Puis qu'ils avaient tous les dents longues. OK? Pour ce genre de projet. Alors, tu sais, c'était une grosse tâche. Puis le processus dont il me parlait, là, c'était un processus qui allait se dérouler sur plusieurs années. Or, on sait que le référendum se tient en octobre 1995. À ce moment-là, on ne savait pas. Non, mais nous le savons. C'est-à-dire que... On l'a découvert par la suite. Ben voilà. OK? Et c'est assez... donc, on voit qu'en tout début de mandat, M. Parizeau est décidé de mener un processus sur plusieurs années qui va se conclure par la tenue d'un référendum. Et au cours des années au cours desquelles la preuve va être faite que l'option, c'est la meilleure. Et pourtant, Jacques Parizeau n'est pas seul. Non. C'est-à-dire qu'il y a avec lui le chef du Bloc québécois. Bon, il n'y a pas avec lui le chef du Bloc québécois. Avec lui, il y a le chef du Bloc québécois qui s'impose. Oui. OK? Et il va s'imposer dès les premiers jours du mandat du Parti québécois en demandant à participer aux décisions, puis en imposant sa présence, ses idées, etc., puis même son entourage. Et là, on parle évidemment de Lucien Bouchard. Voilà.
Et donc, il va devenir très, très présent dès le départ. Et il a des sympathies au sein du cabinet. Exact. OK? Il y a certains ministres dont je vais taire le nom par charité, qui ont... sont plus sympathiques à Bouchard qu'à Parizeau. Oui, nettement. Disons ça comme ça. OK. Et c'est M. Bouchard qui va faire pression sur Jacques Parizeau pour devancer, finalement, la date Exactement. du référendum. Et puis en invoquant le fait que l'opinion est prête, que plus on va attendre, pire ça va être, que la situation financière n'est pas aussi bonne qu'on pensait, qu'il va falloir prendre des mesures. Donc, ça devient pressant de faire le référendum rapidement. Ça, c'est les arguments invoqués. Les arguments invoqués. OK? Et là, finalement, toi, ça change complètement ta tâche. Ça change. Au bout de quelques semaines, Parizeau me rappelle, puis il me dit, le référendum, là, les études, il va falloir les faire très, très vite. Et puis, on va avoir un référendum d'ici à l'automne prochain. Ouf! OK, c'est un choc pour moi, qui avait déjà commencé à entreprendre, faire des contacts, et ci et ça, qui pensait avoir quand même 4 ans devant moi. Ben oui. De réaliser qu'il faut que je m'exécute, puis vite. Et effectivement, c'est ce que je vais devoir faire, m'exécuter. OK. Alors, j'alerte quand même M. Parizeau au fait que ces études-là, pour être crédibles, il faut que... Ça prend du temps. Ben, non seulement ça, mais il faut d'une part que ce soit des études de qualité, mais d'autre part qu'elles soient validées par des experts. Donc, il faut réunir une espèce d'aéropage ou de personnes réputées qui vont pouvoir jouer ce rôle-là. Alors déjà, j'avais identifié et pris contact avec Claude Castonguay, qui était mon ancien patron, Claude Belland, et puis Yves Guérard, qui était un actuaire conseil de Montréal, que M. Parizeau connaissait bien, que moi je connaissais bien. On a cherché de voir de quelle façon on pourrait mettre en place un processus qui validerait les études sur la souveraineté, de façon à ce que ce ne soit pas perçu comme un exercice partisan. Oui, d'accord. Okay? C'était ça l'affaire. Oui, c'était ça finalement la difficulté. Et finalement, avec le changement de temporalité. Ça pressait tout le monde, et puis tout le monde devenait conscient là, que c'était pas faisable. Et donc, est venue l'idée de retourner aux études Bélanger-Campeau. C'est ça. Qui n'avait pas été pensé initialement pour faire la promotion de la souveraineté. Non, écoute, il faut comprendre que tu as vu le contexte dont j'ai parlé tout à l'heure pour le Bélanger-Campeau. C'était un espèce de compromis entre le Parti québécois et le Parti libéral pour accumuler de l'information pour pouvoir négocier, parler avec le Canada anglais. OK? Ouais. Et éventuellement, peut-être... C'était pas conçu du tout avec l'idée de l'utiliser pour faire un référendum sur la souveraineté. Il y avait plein d'aspects, notamment la question de la gestion du territoire, par exemple, qui était absente de ces études-là. Entre autres, c'est ça. Première question, le Québec, quel est le territoire du Québec? OK, puis, documentons tout ça. Oui. Et puis, quand on parle de territoire... Les droits maritimes, il y a le territoire physique, terrestre, mais le territoire maritime, c'est important. C'est les droits de pêche, les droits d'exploration sous-marine, et puis ensuite le territoire aérien. Bon, ça, c'était relativement plus simple. OK? Mais il n'empêche que c'était des études qui auraient dû être faites et qui n'ont jamais été faites. Okay? Et on s'en rendra compte, d'ailleurs, quand il sera question de partition par la suite, qu'on n'a absolument pas préparé pour parler de cette question-là. OK? Alors... Tout ça sous la pression de Lucien Bouchard, quand même. En fait, c'est une conséquence de la pression mise des pressions par Lucien exercées Bouchard. par Lucien Bouchard. Donc, c'est de nous faire agir dans la précipitation. Oui. OK? Et... Donc, rendu à la fin novembre, début décembre, là, on s'inquiète parce qu'on n'a vraiment pas mis en place ce qu'il faut. Et puis, finalement, M. Parizeau me convoque chez lui, Charles-Henri Robert à Outremont. Et puis, il m'annonce
qu'on va confier le travail à l'ENAP. Ah oui. Alors que c'est l'ENAP qui va avoir la responsabilité, si tu veux, d'autorité morale, de sanctionner le processus. Alors, l'ENAP, c'est l'École nationale d'administration publique. C'est un organisme du gouvernement du Québec, exact. Mais c'est un organisme à vocation éducative qui s'est fait un petit peu imposer ça parce que, dans le fond, c'était une patate chaude. Et plus il y avait de la pression de la part du clan fédéraliste, plus on voyait que c'était une patate chaude. Oui, bien sûr. OK? Alors, on va donc procéder à la mise à jour de ces études-là. Il y a des études, par contre, qui manquent. Il y en a deux en particulier qui revêtent un caractère particulièrement important en raison d'une part, il y en a une qui est sur l'accession du Québec à l'ALENA. À l'ALENA. C'est une question. C'est ça n'avait pas du tout été envisagé par la commission Bélanger-Campeau. Il fallait faire ça. D'accord. Alors, puis il y en avait une autre sur les finances publiques et à quoi ressemblerait le déficit d'un Québec souverain. Et ça, c'est deux études que tu vas mettre en place. Que je vais piloter moi-même. Exact. OK? Les autres vont être sur le pilotage automatique avec l'ENAP. D'accord. OK? Donc, l'étude sur l'adhésion du Québec à l'ALENA... Alors, celle-là, je me suis servi de vieux contacts que j'avais, puis comme président de l'Association des manufacturiers, je connaissais un cabinet juridique à Washington dont l'associé principal était l'ancien William Rogers. Secrétaire d'État. L'ancien secrétaire, Bill Rogers, l'ancien secrétaire d'État des États-Unis, donc le ministre des Affaires étrangères, sous Nixon. Oui, donc quelqu'un de... L'associé principal, donc quelqu'un qui de très compétent, très haute. Je veux dire, tu ne peux pas avoir une plus haute autorité que celle-là. Là. Ouais. OK? Et le cabinet, c'était Rogers & Wells. Et finalement, les conclusions vont être... Attends. Alors, on nomme... je vais voir les deux avocats, mais moi, je savais que ce cabinet-là était également le cabinet de Power Corporation. Ah! Alors là, détail. Avant même de commencer, il fallait que je m'assure qu'il n'y aurait aucune intervention et que le Power Corporation ne serait même pas au courant que l'étude, que le cabinet en question était en train de faire une étude. Les deux avocats, Bill Silverman et puis David Bernstein, m'ont assuré que dans leur entreprise, dans leur bureau, il y avait tellement de gros clients à travers le monde que c'est le genre de discussion qui ne se posait même pas. Il y avait, comme on m'avait dit, « a Chinese wall ». Okay? Un mur de Chine. Un mur de Chine. Et effectivement, ils acceptent de faire l'étude pour un prix dérisoire. Hein? J'ai été surpris parce que je m'attendais à ce qu'ils me parlent d'un chiffre comme 200 250 000 $ pour faire l'étude. Pas du tout. L'étude a coûté 25 000 $. Ah bon? Hein? Et puis, ils sont venus la présenter à Québec. Eh bien. OK, c'est quand même incroyable. Et effectivement, l'étude conclut que oui, il n'y aurait pas de problème, que sur la base des précédents, la façon dont le gouvernement américain s'était comporté dans tel et tel cas, alors ça a pris tout le monde par surprise parce que du côté fédéraliste... Oui, c'était un de leurs arguments. Si le Québec devient souverain... Il n'y aura pas le droit. Voyez, le Québec ne fera pas partie de l'ALENA et les États-Unis vont les exclure. C'est ça. Alors moi, j'étais là le jour où ils sont venus, puis je pensais en moi-même à la tête qu'allait faire Chrétien, OK, quand il allait voir que déjà qu'il n'avait pas une très belle tête. Que l'étude émanait du cabinet Rogers & Wells, le cabinet de Power Corporation. Alors, c'est un petit plaisir. Tu sais, je veux dire... Faut qu'on en ait, parce qu'autrement, ça serait bien plate. Ben oui. OK? Mais alors... Et ensuite, il y a eu une deuxième étude sur la dette. Sur la dette. Alors, l'étude sur la dette, ça aussi, ça s'est très bien passé parce que... Ben non, ça s'est bien et mal passé. La première partie s'est bien passée. On avait une étude qui avait été faite par un professeur de l'ENAP, par un monsieur Matthews, et qu'on pouvait mettre à jour, celle-là.
Et on avait convenu au départ de faire affaire avec lui. OK. Mais au fur et à mesure que je voyais le dossier avancer, j'ai commencé à me rendre compte que la méthode économique nous pénalisait. Ah! OK? Parce que quand on fait une analyse économique, on doit élaborer des scénarios. Oui. Un scénario fort, un scénario moyen, un scénario faible. Et l'économiste va vous dire, bien, écoutez, ça dépend de la conjoncture. Évidemment. OK? Ouais. Et moi, je savais fort bien que je commençais à voir Comment ça fonctionnait, là? comment les médias réagissaient, comment l'opposition réagissait. Je me suis dit, c'est pas compliqué. Si on va vers une étude économique, on va se retrouver nécessairement cloué au pilori avec le pire scénario possible. C'est ça, dans l'éventualité où on présente 3 scénarios, les médias vont parler seulement du plus mauvais. Oui, voilà. OK? Alors, je me suis dit, on ne peut pas s'engager dans cette voie-là. Et j'ai mis un haut là à ce processus-là. Et j'ai choisi de faire affaire avec une firme d'actuaires. La méthode actuarielle, et puis moi, pourquoi les actuaires? Ben, je t'ai dit que j'avais d'abord pensé à un actuaire pour faire partie. M. Castonguay était actuaire. Yves Guérard était un actuaire. Des gens que je connaissais. Moi, j'ai travaillé comme vice-président d'une compagnie d'assurance, donc avec des actuaires. Et j'avais appris comment travaillaient les actuaires. Et je savais que des actuaires, ça n'élabore pas 3 scénarios, ça n'élabore qu'un seul scénario. Sauf que c'est un scénario qui incorpore des données sur une longue période, 20 ans, 21 ans. OK? Et en ce moment-là, on fait ce qu'on appelle du lissage, dans la terminologie actuarielle, mathématique, là, des données. Et puis, on aboutit à un résultat qui est moyen. D'accord. OK? Mais on n'est pas obligé de discuter des 2 autres scénarios, tu comprends? Oui, oui. Un seul scénario. Donc, on fait ce travail-là et on aboutit avec un résultat, tout ce qu'il y a de plus acceptable et qui correspond finalement à la réalité. OK? Parce que c'est pas vrai qu'une étude économique des économistes va être moins bonne ou meilleure qu'une étude actuarielle. C'est une question d'approche, une question de philosophie. OK? Et donc, les résultats sont excellents. Même la presse est obligée de publier un éditorial. Je ne me souviens plus si c'est d'André Pratt ou d'Alain Dubuc, pour dire que c'était une bonne étude. Puis la projection était parfaitement expliquée et que le Québec souverain se retrouverait avec un déficit... un Québec souverain avec un déficit de 7 milliards. Écoutez, 2 ans plus tôt, il était à 5 milliards. Alors, si 7 milliards, c'était tout à fait acceptable dans l'hypothèse où on rajoutait des tas de revenus nouveaux qu'on rapatrierait du fédéral. Ben oui, c'est ça. L'État du Québec, finalement, percevrait les impôts du fédéral. C'est ça. Bon, alors... Mais pendant que ces études-là se font, il y a quelque chose qui se passe au Parti québécois. Oh mon Dieu, oui. Et il y a un peu une ambiance au Conseil des ministres. Oui, parce que là, les sondages, puis tu comprends que la presse s'en donne à cœur joie, puis essaie de minimiser, bien sûr, le soutien de la population au projet de souveraineté. Puis au leadership, tu sais, on tape dur sur le leadership de Jacques Parizeau. Alors, la situation est tellement mauvaise que début janvier, là, on s'inquiète beaucoup sur si on va être capable, tu sais. Et là, sur le résultat du référendum. Oui, c'est ça. Ouais. Là, les jeux vont commencer à se clarifier. À se tendre. À se tendre, oui. Ouais. Imagine-toi que début janvier, première réunion du Conseil des ministres, à laquelle ne participe pas Parizeau parce qu'il est absent. Il est en voyage en Floride, pas en Floride, au Mexique avec sa femme. D'accord. OK. La réunion est présidée par Bernard Landry. Puis, dans le cadre d'une réunion du Conseil des ministres, il y a toujours une période de flottement avant que tous les ministres arrivent. Et la réunion n'est pas, à ce moment-là, officiellement en cours. Ça s'échange d'un bureau, d'un bout à l'autre de la salle.
Toi, qu'est-ce que tu penses? Bon, des échanges normaux, là. Oui, oui. Et puis, à haute voix. Puis là, on est quelques jours après la guérison de Lucien Bouchard. Il faut se souvenir que c'est l'année où il a été atteint à l'automne de la bactérie mangeuse de chair. Oui, oui, oui. Et puis, il y a eu tout ce mouvement là, de soutien et de solidarité. De solidarité avec Lucien Bouchard. Et puis, au point que dans la population, on parle de Saint-Lucien. Oui. OK? Et puis, Bernard Landry évoque carrément Saint-Lucien en disant que si on était dirigé par Saint-Lucien, les choses seraient plus faciles. OK? Ça donne le ton. Ça donne le ton. Et quelques mois plus tard, pendant tout l'hiver, là, la contestation, à l'intérieur même du parti, il y a de la contestation, pas du parti, mais du caucus, du Conseil des ministres, surtout du caucus. Les députés du Parti québécois. Qui s'inquiètent. Ouais. OK? Je veux dire, c'est leur avenir professionnel là, qui est en jeu. Ouais. OK? Et il y a des questions qui se posent, des doutes qui sont soulevés sur la capacité Puis, ça éclate, parce que les sondages continuent d'être mauvais, et ça éclate début mai. Il y a un putsch. Il faut appeler ça comme c'est. C'est un putsch de Bernard Landry qui déclare qu'on ne s'en va pas à l'abattoir, qu'il n'y ait pas question qu'on... Puis, pourquoi? Parce que Parizeau a maintenant encore l'idée d'une question claire. Voilà, que la question référendaire soit claire. Un oui ou un non. Voilà, sur la souveraineté du Québec. Oui, alors, Landry dit on s'en va à l'abattoir avec ça. OK? Et il est soutenu par, entre autres, Louise Baudouin, OK? Dans ce discours-là. Puis, tu sais, on remet en cause littéralement le leadership du chef. Du premier ministre. Et c'est là que, dans une réunion du Conseil des ministres, vers le tout début mai, la décision est prise d'appeler Lucien en renfort et puis de voir si on n'est pas capable d'amener aussi Mario Dumont dans le jeu. Et c'est comme ça que pendant d'à peu près du début mai jusqu'à la mi-juin, ou début juin, vers le 10 à peu près, Jean-François Lisée, lui, va travailler au rapprochement des partis sur une question, sur une façon d'aborder le dossier. Une question référendaire. Puis il faut se souvenir... Et là, les partis, c'est donc le Bloc québécois, le Parti québécois et l'Action démocratique de Mario Dumont. C'est ça. Ouais. Mais Mario est tout seul. Bien sûr. OK? Donc, mais par contre, il y a en arrière Jean Allaire. Voilà. OK? C'est un ancien du Parti libéral. Un ancien du Parti libéral, mais qui a évolué là vers... OK? Qui est considéré comme... souverainiste, autonomiste. Quoi. Autonomiste, suffisamment autonomiste pour être capable de figurer dans ce jeu-là. Puis, il y a une question qui a été soulevée au cours de l'hiver, puis une question sur laquelle Bouchard reviendra à plusieurs reprises, c'est celle de la légalité de la souveraineté. OK? À l'époque, il faut comprendre que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée, comme elle le fera en 1998. Suite au référendum. Oui, c'est ça. Donc, il y a encore des gens qui maintiennent, mordicus, que le Québec n'a pas le droit de se séparer. Il y a des gens qui maintiennent ce discours-là à l'intérieur du camp du oui. À l'intérieur même du Parti québécois. C'est un peu particulier. Oui. Et du Bloc aussi. Bien sûr. OK. Des Jean Lapierre, par exemple, qui, à l'heure actuelle, à ce moment-là, est membre du Bloc. Okay. Qui va... Et tu sais, qui s'interroge sur la légalité de la démarche. Et c'est ça qui va amener à formuler une question qui ne permettra de contourner le problème de la légalité et qu'on se retrouvera avec une question qui est un mandat de négocier. Là. C'est ça, voilà. Accordez-vous le mandat de négocier. C'est ça.
au gouvernement du Québec. C'est ça. Alors, c'est même pas une question d'indépendance. Non, contrairement à ce qu'on a vu là, il n'y a pas très longtemps avec l'Écosse, où c'était une question extrêmement claire. C'est ça. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est un peu imposé à Parizeau, finalement. Ah, complètement. C'est la négociation. C'est l'Élysée. Ben, il va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Oui, il n'a pas... Et puis, pour lui, il n'y a pas le choix, là. Parce que aussi, il n'a pas de solidarité de la part de son caucus. Non. Ça veut donc dire que Et alors là... les députés du Parti québécois étaient favorables à Bouchard. Il y en avait plusieurs Ouais. qui se disaient... qui voyaient Bouchard dans leur soupe. OK? Et qui se disaient, on serait tellement mieux avec un chef comme Bouchard. Ouais. OK? Ouais, alors, donc, on est la négociation va aboutir, et puis on va annoncer à tout le monde que ça va être ça sur la question sur laquelle on va se présenter au référendum. Au référendum de 95. C'est ça. Alors, là, on est rendu fin juin. Et moi, à ce moment-là, je pars en vacances et je reviens d'Europe. Et à l'aéroport de Francfort, on me tend dans l'avion d'Air Canada qui me ramène un exemplaire de la presse. Et c'est là que je prends connaissance de l'affaire de la cage à homards. Ah oui. Alors, peut-être que tu peux nous expliquer ça parce que, selon plusieurs analystes, ça a été quand même un moment fort de la campagne référendaire. De la campagne référendaire, oui. Alors, une phrase de Jacques Parizeau, la cage à homards. 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste, puis la coutume veut que le corps consulaire présente à cette occasion-là ses vœux. La coutume diplomatique présente ses vœux au premier ministre. Mm-hmm. Et que, bon, il y a une réception au cours de laquelle on s'échange, et puis le premier ministre prend parole. Et dans son petit laïus qu'il fait aux membres du corps consulaire, il parle du débat référendaire en cours, et puis il présente la stratégie de son gouvernement comme celui comme la cage à homards, qu'on fait rentrer les électeurs dans la cage. Et puis ils ne peuvent pas en sortir. Puis ils ne peuvent plus en sortir. OK? C'était pas nécessairement la meilleure formule. Non. On en conviendra. Mm. Et évidemment, normalement, ces choses-là sont censées être secrètes. Oui. OK? Mais là, il y a... il y a une fuite. Il y a une fuite. Ça coule dans les médias. Ça coule dans les médias, puis il semble-t-il que l'auteur de la fuite, c'est le consul d'Israël. Qui était présent donc au moment de la réunion. Qui était présent. Et qui coule l'information aux médias, mais plusieurs jours, plus tard, voire même quelques semaines. Les médias vont prendre, tu sais, c'est le 24 juin, on laisse passer le 1er juillet, etc. Tu sais, quand tu veux sortir quelque chose, tu ne fais pas ça quand tout le monde est parti. Là. Non. Donc, tu attends que le moment soit opportun pour relancer l'affaire. Mm-hmm. Et c'est là que, vers le début juillet, là, va passer le congé du 1er, vers le 5 ou le 6 juillet, là, c'est comme ça que c'est sorti. OK? Une histoire qui tu sais, c'est levée de bouclier général, et ça va compliquer, évidemment, encore plus les choses pour Parizeau au caucus. Oui, c'est ça, parce que finalement, ça va être vu comme une espèce de gaffe. Au point que il y a une pétition qui va circuler à l'intérieur du caucus pour inviter Parizeau à se retirer, à céder le poste de premier ministre à Bouchard, peu importe les résultats du référendum. Oui, ça, c'est important de le souligner. Ouais. Peu importe les résultats du référendum. C'est-à-dire que finalement, il y a des gens à l'intérieur du caucus du Parti québécois qui, même dans l'éventualité d'un référendum gagnant, auraient voulu que Parizeau quitte. Ne feront pas confiance à Parizeau. C'est quand même assez grave, hein, ça, comme révélation. C'est très, très grave. Et donc... Parce que ça prouve que Parizeau était quand même assez isolé au sein du caucus. Il était admiré pour le brillant esprit qu'il est, mais pas tellement apprécié comme politicien. OK? Et as-tu une analyse de ça? En fait, l'analyse, on va la voir le soir du référendum, parce qu'il faut comprendre que
tant et aussi longtemps que Parizeau a gardé l'espoir qu'il pourrait gagner, il pensait qu'il serait capable de retourner la situation, compte tenu du fait qu'il occupait le siège de premier ministre. Et puis qu'on n'évince pas un premier ministre de son siège facilement, surtout s'il vient de gagner une bataille. Évidemment. OK? Alors... Mais il était au courant de ces démarches-là. Oui, bien sûr qu'il était au courant. Bien sûr. OK? Il n'y a rien de plus poreux qu'un caucus, là. Le premier ministre, il a son monde au caucus. Bien sûr. OK? Mais il savait aussi que c'était tramé un peu par des gens proches de Lucien Bouchard. Bien, il savait, c'est sûr. Ouais. OK? Et c'est pourquoi, le soir du référendum, il a été aussi amer. Tu sais, normalement, un premier ministre qui prend la parole à la suite d'une situation comme celle-là, même d'une défaite, surtout quand il s'agit d'un référendum, et qui ne remet pas en question, en principe, le pouvoir. Techniquement, non, c'est vrai. Hein? Alors, dans une situation comme celle-là, le premier ministre, il faut qu'il parle avec une voix de premier ministre et non pas la voix du chef du camp du oui qui vient de se faire battre. Mm-hmm. OK? Il faut qu'il soit capable de s'adresser à tout l'électorat, puis savoir qu'il représente tout le Québec et non pas simplement ceux qui se sont fait dire non. OK? Alors ça, il n'a pas su faire ça, mais moi je comprends d'autant mieux que je savais que pour lui, c'était la fin. C'est ça, il savait que c'était la fin de sa carrière. Il pensait peut-être pouvoir garder le pouvoir s'il avait gagné, mais il savait qu'il ne pourrait pas le garder s'il perdait. Donc, il s'est finalement vidé le cœur, cette soirée-là, un peu. Bien, ça est allé plus que se vider le cœur. En fait, il a parlé avec amertume. Et puis, l'amertume, c'est très mauvais conseiller. Oui. Même si, bon, sur le fond de l'analyse, son analyse n'est peut-être pas nécessairement fausse, mais après, c'est l'opportunité de le dire à ce moment-là. Oui, c'est surtout tu sais, qu'un directeur d'un institut de sondage fasse des commentaires comme ceux-là, c'est tout à fait approprié. Ouais. Mais un premier ministre, non. Il n'y a pas un premier ministre, il a une fonction. Et il doit s'exprimer à partir non pas de ses sentiments, mais de sa fonction. Et finalement, ton analyse, c'est que ça s'inscrit dans un contexte plus large où il était largement contesté au sein même de son propre et c'est comme parti. ça que je me le suis expliqué, parce que tu sais, Parizeau, c'est quand même un bonhomme éminemment intelligent. Oui, bien sûr. Hein? Bon, c'est sûr qu'il pouvait être maladroit, il pouvait être brusque, il pouvait être... on l'a vu, hein? Il nous l'a montré, c'était pas toujours... tourné de la meilleure façon. Mais malgré tout, c'est quand même un bonhomme très, très fort qui a réussi des choses extraordinaires pour le Québec. Oui. Et il avait aussi, je pense, c'est probablement le chef du Parti québécois qui avait la plus grande volonté sur la question de la souveraineté. Voilà. Après, on peut remettre en question les stratégies qui ont été choisies, etc. Mais je pense comme chef du Parti québécois, c'est probablement celui qui a eu le plus de clarté dans sa vision et dans sa détermination pour faire du Québec un pays. Oui. Alors, avec ce référendum-là, on a appris plusieurs choses. Hein. Moi, je me suis rendu compte que la voie référendaire, là, elle était piégée. Exact. Mais ça m'a pris du temps avant de... Mais on est encore un peu dans je dirais, le mouvement souverainiste. Je te dirais que c'est seulement il y a une dizaine d'années. En fait, quand j'ai commencé à réfléchir quand je suis arrivé sur Vigile, là, dès la première année, je pense, ou la deuxième année, puis là, ça fait maintenant 8 ans, 7 ans, 8 ans. Tu sais, ma réflexion était faite, et puis je m'étais rendu compte que, tu sais, de ce que je t'ai dit, le référendum, c'est quelque chose qui vient pas en début de course, c'est quelque chose qui vient en fin de course. Et on a mis la charrue avant les bœufs. Bon. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis l'exemple catalan confirme ça. Oui, l'exemple catalan. Et puis, un autre exemple aussi, le Kurdistan, là, récemment. Voilà. Bref. Mais c'était fort instructif, Richard. Moi, tu le sais, je te l'ai déjà dit, je vais te le redire ici en direct. Je crois que toute cette histoire mériterait que tu écrives tes mémoires.
Ne serait-ce que, de manière générale, en tout cas, certainement pour cette période-là, je pense que le mouvement souverainiste en général et même pour l'histoire du Québec, ça serait extrêmement intéressant d'avoir ta perspective de l'intérieur de ce qui s'est passé. Mais tu comprends qu'avec ce que j'ai dit, là, il y a des gens là, qui ne sont pas contents. Qui ne vont pas être contents. Non. Parce que je révèle des choses, des comportements qu'ils ont pu avoir, Mais en même temps, ça aide à comprendre ce qui s'est passé par la suite au sein du mouvement souverainiste, au sein du Parti québécois. Voilà, ça explique tout. Et on voit qu'il y a eu, disons, des forces de sabotage au sein même du Parti québécois dès 1995. Quoi. Ouais. Et on a vu les conséquences que ça a eu dans les années 2000 en avançant. Jusqu'à aujourd'hui même. Ensuite, quand tu regardes l'évolution subséquente de Lucien Bouchard, là, ça te révèle tout. Hein? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, Alexandre, merci de m'avoir permis revenir. D'expliquer tout ça. Mm-hmm. Et ça met fin à l'émission de ce soir, une édition un peu spéciale. Oui. Et bon, j'espère que ça vous aura intéressé.